Bonjour, je suis le Dr Claude Garceau de l'UCPQ et bienvenue dans cette série de mises à jour pour les professionnels de santé dans le domaine du diabète et particulièrement pour nos infirmières qui travaillent en GMF. Nous avons eu la surprise d'avoir la présentation il y a deux semaines environ de l'étude bien attendue dans le domaine du diabète d'APA-HF. Donc c'est une étude qui visait les insuffisants cardiaques. On sait que dans la population générale, dans la population des études cardiovasculaires faites avec les inhibiteurs de la SGLT2, on avait quand même un petit nombre de patients diabétiques et les tendances nous montraient vraiment des résultats encourageants pour espérer penser que les SGLT2 sont vraiment un ajout important dans le traitement de l'insuffisance cardiaque chez le diabétique et aussi chez le non-diabétique. Donc, on sait que la prévalence de l'insuffisance cardiaque dans le diabète est quand même important. On considère qu'environ 30% des patients durant leur vie feront de l'insuffisance cardiaque. 4/5 de ces patients auront une fraction d'éjection conservée et 20% auront une fraction d'éjection abaissée. Donc, DAPA-HF s'adresse à des patients diabétiques ou non diabétiques avec insuffisance cardiaque stable et avec une fraction d'éjection abaissée, en bas de 40%. Donc, les critères d'inclusion de l'étude étaient donc des patients diabétiques ou non diabétiques avec insuffisance cardiaque de classe 2 à 4, avec un âge de 18 ans, avec une fraction d'éjection abaissée en bas de 40%, des taux de BNP, ce sont des marqueurs de la présence d'insuffisance cardiaque supérieure à 600 et une clairance estimée de la créatinine entre 30 et 60 cc, supérieure à 30 cc. Alors, ces patients devaient être stables au point de vue insuffisance cardiaque et déjà bien traités. Donc, le design de l'étude était très simple. On ajoutait la dapagliflozin à 10 mg, qui est un inhibiteur de la SGLT2 ou un placebo, que les patients soient diabétiques ou non. Les critères, donc on avait dans cette étude 4744 patients, 68% avaient une classe 2 d'insuffisance cardiaque, 32% de classe 3 et environ 10% de classe 4. 47% des patients avaient déjà été hospitalisés par le passé pour insuffisance cardiaque. C'était quand même des patients bien traités avec des tensions artérielles aux alentours, au départ, en moyenne à 122 mm de mercure. Donc, dans toute la cohorte de DAPA-HF, 42% étaient diabétiques et le reste était évidemment non diabétique. 41% des patients avaient un débit de filtration glomérulaire estimé entre 30 à 60 cc. C'était quand même des patients très bien traités. 94% des patients avaient reçu un inhibiteur de l'angiotensine ou un ARA. 11% ont reçu de l'Entresto durant l'étude. 96% des patients étaient sous bêta-bloqueur et 71% des patients avaient reçu un inhibiteur des récepteurs de l'aldostérone, soit l'aldactone. Du point de vue diabétique, on avait 14% des patients qui étaient à l'insuline et seulement 1% des patients qui recevaient un agoniste de la GLP-1. Donc, une population de patients quand même très bien traités et on va voir sous peu les résultats de cette étude. Parlons peut-être quelques secondes des critères d'exclusion. On évitait évidemment tous les patients qui étaient instables au point de vue angine durant les 12 semaines précédant l'étude. Tous les patients devaient avoir une insuffisance cardiaque de type ischémique. On excluait les patients valvulaires ou d'autres causes plus rares d'insuffisance cardiaque. Donc, durant l'étude, les patients ont reçu de la dapagliflozin à 10 mg. Durant l'étude, les investigateurs pouvaient réduire la dose de dapagliflozin à 5 mg si on rencontrait une déplétion volémique, par exemple une gastroentérite ou lorsqu'il y avait des hypotensions prolongées. Évidemment, on forçait ou on encourageait fortement les investigateurs à augmenter la dose de DAPA
à 5 à 10 mg dès que l'épisode de déplétion volémique était corrigé. Donc, quel était le point d'aboutissement primaire de cette étude? Alors, le point d'aboutissement primaire consistait en la mort cardiovasculaire plus une hospitalisation pour insuffisance cardiaque ou encore une visite urgente non prévue pour insuffisance cardiaque. J'aimerais peut-être commenter sur ce que consistait cette visite urgente en bureau pour insuffisance cardiaque. C'est une visite quand même non prévue qui nécessairement démontrait une aggravation importante de l'insuffisance cardiaque, puisqu'on la définissait comme ayant comme résultante une prescription de diurétique intraveineux, du furosémide intraveineux, ou encore un support inotropique. Donc, des définitions quand même précises et rigoureuses. Et donc, si on regarde maintenant ce que nous a donné cette étude, au point de vue du point d'aboutissement primaire, c'est-à-dire l'indice composé de mort cardiovasculaire, d'insuffisance cardiaque ou de visite imprévue pour insuffisance cardiaque, on a une diminution de 26%. 24% des patients sous placebo ont eu un événement durant les 2 ans durant lequel l'étude a été poursuivie. Donc, le nombre de patients à traiter pendant 2 ans pour sauver un événement avec la dapagliflozin était de 21. Si on y va vers des points d'aboutissement un peu plus durs comme insuffisance cardiaque ou décompensation cardiaque, on avait une diminution de 30% de façon statistiquement significative. La mort cardiovasculaire était diminuée de 18%. Donc, des résultats quand même extraordinaires. L'analyse des sous-groupes, que le patient ait de l'insuffisance rénale ou non, qu'il soit diabétique ou non diabétique, qu'il y ait à bord de l'Entresto ou non, les résultats demeuraient les mêmes. On a regardé aussi plusieurs points d'aboutissement secondaires. Alors, mort cardiovasculaire, indice composé de mort cardiovasculaire, hospitalisation pour insuffisance cardiaque, une diminution de 25%. Donc, quand même des résultats assez extraordinaires. Au point de vue effet secondaire, on n'a pas assisté à des problèmes d'hyperkaliémie. On a eu numériquement quelques cas d'acidose diabétique, mais pas de façon statistiquement significative. Il n'y a pas eu également de problème d'hyperkaliémie en surnombre dans cette étude. Donc, je crois que c'est une étude vraiment intéressante puisqu'elle s'applique à une clientèle d'insuffisance cardiaque pure, qu'elle soit diabétique ou non, très bien traitée, et les résultats pour des points d'aboutissement vraiment sérieux comme la mort cardiovasculaire, l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque sont très significatifs. Et je crois que cette étude démontre la place maintenant des inhibiteurs de la SGLT2 dans le traitement de l'insuffisance cardiaque, qu'elle soit diabétique ou non, avec fraction d'éjection abaissée. Les résultats de cette étude seront discutés dans la communauté diabétique lors du Congrès européen du diabète qui aura lieu dans quelques semaines en Espagne. Nous aurons aussi dans l'année 2020 ou 2021 les résultats d'études avec des inhibiteurs de la SGLT2 chez les patients qui ont des fractions d'éjection conservées. Chez les patients avec insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection conservée, malheureusement, il n'y a pas de traitement vraiment très efficace pour diminuer l'hospitalisation et la mortalité. Et une étude récente faite avec le médicament appelé Entresto n'a pas donné dans cette population de résultats significatifs. Donc l'étude Paragon 6, je crois. Donc j'espère que ces résultats vous seront intéressants et je vous enjoins peut-être à suivre la série de cours qui seront disponibles gratuitement en vidéo
sur le réseau habituel d'enseignement de la Charte de transfert des connaissances, sur une mise à jour dans le traitement de l'insuffisance cardiaque, au point de vue diagnostic, au point de vue traitement de base. Et cette série de cours, donc, s'adressera surtout pour nos infirmières en GMF ou pour d'autres professionnels qui voudraient s'intéresser à ce champ thérapeutique dans lequel nous avons des développements très excitants. Alors, je suis le Dr Claude Garceau et je vous souhaite un bon restant de semaine et au prochain podcast, je l'espère. À la prochaine.